Claude Camus raconte Nostradamus, d'après ses écrits, parus sur la Provence Histoire, numéro 6. Par une nuit glacée du mois de mars 1555, un coup discret fut frappé à la porte d'une petite maison isolée de Chaumont, à quelques lieues d'Amboise. Un homme barbu, au visage empreint de majesté, se dressa et souleva une tapisserie. Michel de Nostredame, dit Nostradamus, un petit médecin provençal natif de Saint-Rémy de Provence et qui gagnait sa vie en publiant des almanachs, attendait depuis un moment cette visite nocturne. « Entrez, madame, dit-il, presque à voix basse. La reine Catherine de Médicis apparut dans la faible clarté que diffusait la lune par la fenêtre ouverte. « Tout est prêt, » ajouta-t-il. Il régnait alors une étrange atmosphère autour du prophète. Catherine ne le quittait pas des yeux, comme subjuguée par lui. Michel de Nostredame était assez grand et robuste, le visage à la fois sévère et rieur encadré par une barbe longue et épaisse. Son front était grand et ouvert, son regard doux et malicieux. Dans la pièce, sur une grande table rectangulaire recouverte de vieux parchemins, on remarquait surtout de nombreux pots de confiture dont il vantait les vertus depuis des années. Il expérimentait en effet des traitements à base de confiture végétale et il avait publié en 1552 son fameux traité des confitures. Précautionneusement, il dressa un miroir sur le manteau d'une cheminée dans laquelle pétillaient quelques bûches de pain. Un chat, au long poil soyeux, ronronnait près du feu. Il alla s'accroupir au centre d'un double cercle tracé sur le pavé du sol, une baguette magique dans la main gauche et l'index de la droite sur le pavé. Haletante, Catherine fixait attentivement le miroir et, après plusieurs minutes, elle y découvrit une sorte de salle aux contours flous et mystérieux. Puis se distinguèrent très vaguement trois silhouettes émergeant d'une sombre nébulosité. Michel se leva alors, jeta du safran dans le foyer et toucha le miroir de sa baguette. Catherine vit alors l'image des personnages se préciser, les brumes s'estomper, et elle reconnut ses trois fils coiffés de la couronne royale. Son plus jeune fils, François, tourna une fois, Charles 14 et Alexandre 15. Puis elle reconnut avec effroi un quatrième personnage, Henri de Bourbon. Alors, le devin commença à formuler sa fameuse prédiction. Trois de vos fils sont ou seront rois. Chaque tour de salle correspond à une année de règne. Cependant, Henri de Bourbon leur succédera. « Cela suffit !» s'écria Catherine, rouge de colère. Il prononça aussitôt une formule de renvoi et les apparitions s'évanouirent peu à peu. Le feu pâlit et le chat s'éveilla. Catherine semblait désemparée. « Êtes-vous sourde de ces révélations ?» « Les esprits ne sauraient mentir, madame. »« Mais comment Henri de Navarre pourra-t-il accéder au trône? J'ai 4 fils jeunes et hardis. » Le troisième mourra de mort violente, et le Benjamin s'éteindra avant lui. « Assez! Je n'y tiens pas en savoir davantage !» Exaspérée, Catherine se dirigea aussitôt vers la porte, mais avant de se tourner, elle se retourna et dit « Mon trésorier vous versera la somme prévue.
Mais surtout, silence sur tout cela. Adieu, madame. Michel de Notre-Dame se mit à caresser pensivement son chat qui venait de lui sauter sur les genoux. Sa terrible prédiction, qui avait rendu Catherine folle de rage, se réalisera. Comme se réalisa 3 ans plus tard la mort accidentelle au cours d'un duel du lion royal. En effet, le 28 juin 1559, au cours d'une joute à laquelle il participait, le roi Henri II tomba de son cheval. La lance de son adversaire, le comte Henri de Montmorency, capitaine des gardes écossais du roi, passa sous sa visière et lui pénétra dans l'œil. Il mourra au terme d'une longue agonie le 10 juillet, laissant son entourage désemparé. Catherine était effondrée. La terrible prophétie lui revenait sans cesse dans la tête. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambélique par singulier duel. Dans cage d'or, les yeux lui crèvera, de classe une, puis mourir mort cruelle. Il faut savoir que le roi utilisait le lion comme emblème personnel et que Henri de Montmorency était plus jeune que lui. En ce qui concerne la cage d'or dans laquelle se trouvaient les yeux, l'explication en est simple. Henri portait un casque doré muni d'une visière grillagée. Enfin, les 2 classes, dont parle Michel dans les derniers vers, sont les 2 premiers affrontements entre les jouteurs, le roi ayant été touché au 3e. Le prophète provençal n'était plus alors à Paris, car malgré la protection de Catherine de Médicis, il avait cru plus sage de quitter la ville, l'Inquisition voulant l'arrêter. En effet, si l'astrologie était acceptée, la magie était interdite, et pour l'Inquisition, l'incroyable divination de Nostradamus ne pouvait relever que de pratiques magiques. Nostradamus était revenu chez lui, à Salon de Provence, où il poursuivit la rédaction de ces mystérieuses prophéties qui, de nos jours, encore, ne cessent de nous interpeller. Son tour de force est, selon moi, d'être parvenu à écrire, en employant un langage volontairement compliqué, énigmatique, obscur, un ouvrage totalement sibyllin qui suscite autant d'intérêt. Plus encore que certaines prophéties que l'on a pu parvenir à décrypter, c'est ce langage qui est en soi génial. Quant au contenu, sans doute, raillent ses détracteurs, y a-t-il peu de chances de se tromper lorsqu'on annonce des complots, des guerres, des intrigues en France, en Italie, en Angleterre ou ailleurs, dès lors que tous les pays en ont connu un moment ou à un autre de leur histoire. Si, toutefois, des prédictions de drames ou de catastrophes survenant à de grandes cités, comme Paris, Londres ou d'autres grandes villes, risquent à coup sûr de tomber juste, comment expliquer que figure Varennes, une petite ville d'Argonne où le seul événement historique fut l'arrestation de Louis XVI en fuite? Comment expliquer les descriptions particulièrement précises d'armes effroyables au XXe siècle, du lance-flamme aux armes atomiques? On peut même lire en toutes lettres dans un quatrain les artomiques. Le mage de Saint-Rémy annonça-t-il la fin du monde, comme l'affirment certains? Plus vraisemblablement, annonça-t-il la fin d'un monde à laquelle nous sommes en train d'assister, celui des ressources naturelles inépuisables? Son génie, et peut-être tout simplement de l'avoir pressenti, connaissant bien l'humanité et sa folie.
quant à la fameuse année indiquée en toutes lettres, l'an 1999, que certains voient comme le point culminant de l'Apocalypse, où du Dieu viendra le grand roi des frayeurs, et imaginent l'arrivée de l'Antéchrist sur Terre, ou un débarquement d'envahisseurs venant de l'espace. Ne peut-il pas s'agir tout simplement du début des grands changements climatiques, avec des orages et des vents dévastateurs comme ceux connus cette année-là dans le monde? 1999 est justement l'année où, je pense, que l'on a pris conscience en France des grands changements climatiques et du réchauffement de la planète. De surcroît, la fin du monde, ou plutôt de l'ancien monde, tel que l'envisage le mage Saint-Rémy, se produit en pleine conformité avec la cyclochronologie traditionnelle. Michel de Nostredame, lui aussi, traversa de son vivant de très nombreuses tempêtes. À partir de 1560, il devint régulièrement la cible de plusieurs pamphlets imprimés. Le 2 juillet 1566, jour de la Visitation, à savoir le jour d'une fête consacrée à Notre-Dame, il est retrouvé sans vie, dans sa maison de Salon de Provence, près de son lit et d'un banc de bois. Il était âgé de 63 ans et avait bien entendu prévu sa mort de longue date. Catherine de Médicis fut très affectée par la mort de l'auteur des Centuries, et elle restera persuadée jusqu'à la fin de sa vie de son grand pouvoir prophétique. Nostradamus est connu aujourd'hui partout dans le monde. Et partout dans le monde, on s'efforce d'interpréter ces centuries dont on peut noter que, malgré leur contenu parfois sulfureux, elles ne furent jamais condamnées par l'Église. Toutefois, il faut bien préciser que ce n'est pas le texte original, les prophéties qui sont parvenues jusqu'à nous, mais seulement des copies retouchées au cours des siècles ou des translations souvent approximatives. En 1791, en plein cœur de la Révolution, des soldats de la garde nationale du Vaucluse profanèrent sa sépulture à coups de hache, espérant y trouver un trésor. Au lieu d'un trésor, il semblerait qu'ils découvrirent, sur la poitrine du mage, une plaque de cuivre sur laquelle figurait la date de la violation de la tombe. Pour la petite histoire, l'un de ces profanateurs s'appelait Monsieur Malheureux, le bien nommé, qui quelques jours plus tard fut pendu haut et court. Les restes du mage seront alors placés dans une urne scellée à l'intérieur d'une chapelle de la collégiale Saint-Laurent. Une bien belle anecdote que celle de cette plaque de cuivre. Le mage de Saint-Rémy, avec 2 siècles d'avance, aurait donc prévu la profanation de sa tombe, une prédiction de plus, mais qui, faute de preuves tangibles, appartient vraisemblablement au formidable mythe qui entoure depuis des siècles ce personnage hors du commun. Claude Camus vous a raconté Nostradamus, d'après ses écrits parus sur la Provence Histoire.